Je remercie la filière Orchid de me donner l'opportunité d'être avec vous. Et surtout, Denis, notre travail est facilité parce qu'il y a une excellente remontée des chefs de projet et des animateurs des filières de santé maladies rares. Et c'est vrai que le troisième plan maladies rares depuis 2018 s'appuyait beaucoup sur les filières de santé maladies rares à qui on demande beaucoup parce qu'il y a vraiment des actions maîtresses du plan qui passent par les filières. Et ce rôle, j'espère, a été valorisé dans les groupes de travail qu'on a en ce moment pour construire les actions du PNMR 4, parce que je pense qu'à l'époque, les filières n'avaient pas été très impliquées, tandis que là, on a vraiment souhaité qu'elles soient impliquées dans les 15 GT, ou au moins beaucoup d'entre eux. Et donc ça, c'était aussi une avancée. C'était normal de vous demander d'y participer, vu ce qu'on vous demande après dans les actions à faire sur les observatoires du diagnostic, des traitements, les PNDS, le TP, etc. Donc ça va être une vue sur les plans nationaux maladies rares qui va être très 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 générale. J'ai pas énormément de temps, mais j'espère être la plus complète. Donc ça, c'est les dernières données d'Orphanet. C'est une slide d'Orphanet. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a beaucoup de maladies rares qui vont affecter très peu de personnes, moins d'une personne sur 1 million, donc 95, 72% d'origine génétique. Avant, on parlait de 80%. Maintenant, les récents chiffres sont autour de 72%. L'importance, toujours, les 2 tiers, plus des 2 tiers, quasiment les 3 quarts, avec un début à l'âge pédiatrique, multisystémique, et toujours un point dur, qui est l'errance de diagnostic, qui, pour 25% des maladies rares, tourne autour de 5 années d'errance. Et c'est tout le travail qu'on essaye de faire dans le quatrième plan maladies rares, sur l'amont, en fait, avant l'arrivée dans un centre de référence, la médecine de ville, comment réduire cet impact et réduire ce temps avant l'arrivée des centres pour diagnostiquer la maladie rare. Donc voilà un peu d'histoire depuis 20 ans. Il va falloir quand même qu'on essaye de faire quelque chose en 2024, j'imagine, entre un quatrième plan et les 20 années des centres de référence maladie rare. Je pense que c'est important de saluer ces actions. Et donc le premier plan, c'était la mise en place des centres experts, leur donner de la visibilité. Le deuxième plan maladies rares, ça avait été l'arrivée en 2014 des filières de santé maladies rares, le lancement, un renforcement de la Banque nationale des données maladies rares qui, d'ailleurs, si je me souviens bien, est parti d'un registre Rhin à Necker avec l'implication de Paul Landais et Semara et ensuite tous les autres spécialistes qui ont souhaité rajouter leur pétale, leur spécialité. Donc c'est quand même la BNDMR, son origine est autour du Rhin. Donc merci beaucoup de tout ce travail que vous aviez fait à l'époque. Le lien avec la Fondation Maladies Rares qui est très importante pour initier et notamment tout le travail sur les preuves de concept, leur club POC, et le troisième plan Maladies Rares qui a été lancé le 4 juillet 2018, avec des ambitions, beaucoup d'actions. Et ce qui était notable, c'était la mise en place, on souhaitait une granularité fine. On a parlé de maillage pour la labellisation, et donc c'était la mise en place des plateformes d'expertise maladies rares. Donc on est toujours sur un diagnostic autour d'ambition pour réduire ce diagnostic, l'innovation. On pense que dans le quatrième plan maladies rares, on doit vraiment travailler sur l'innovation, les traitements, l'arrivée de nouveaux traitements. Toutes les questions autour de la qualité de vie, comment on fait remonter ces questions-là de la part des patients, les Patient Reported Outcome Measures, comment on les implique, tout ce qui va être formation, la communication, la sensibilisation, et puis aussi de moderniser, je dirais, nos réseaux. Et je pense que les filières se sont vraiment structurées avec, elles aussi, une approche multidisciplinaire dans le sens où elles travaillent avec les laboratoires de diagnostic, de recherche, les associations, et elles ont un rôle vraiment de coordination. Donc ça, c'est une slide un peu chargée, mais c'est pour vous dire que les maladies rares, c'est 24 réseaux européens de référence. Le réseau Rhin maladies rares, coordonné par Franz Schaeffer en Allemagne, est extrêmement actif, vraiment très dynamique. Donc c'est pour vous sans doute intéressant d'avoir un leader aussi proactif. 23 filières de santé maladies rares, et ce sont les récents chiffres. 603 centres de référence maladies rares, 1708 centres de compétences. Donc
Pour que vous ayez une idée, chaque année, les MIG maladies rares, le financement représente 175 millions d'euros, dont une grande part pour le financement des centres de référence maladies rares. Donc les maladies rares, c'est aussi des associations de patients qui ont permis de structurer et mettre en place ces réseaux, donc plus de 240 associations membres de l'Alliance maladies rares, et c'est aussi une ligne d'écoute avec maladies rares, Infor Service, et nos plateformes d'expertise maladies rares, 19 dans l'Hexagone et 4 de coordination outre-mer. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les plateformes, mais bien sûr, mes slides, vous les aurez. Je les ai mises parce qu'en plus, il y a des nouveaux centres. Vous avez des nouveaux centres labellisés. Et c'est important de savoir qu'à côté de chez vous, il y a une plateforme qui vient de se mettre en place, parce que c'est récent, c'est quelque chose du 3e plan maladie rare. L'idée, c'est que ces plateformes vont travailler en transversalité. On va très certainement vraiment articuler la partie ville avec ces plateformes d'expertise maladie rare. Beaucoup de ces plateformes ont déjà pris contact avec la médecine de ville et avec les URPS, également avec les kinés. Donc c'est important d'avoir ce lien. Et elles sont en place dans le jargon de la coordination sur les territoires. On a des dispositifs d'appui à la coordination qui se sont mis en place. Et donc ces plateformes d'expertise maladie rare, elles ont la granularité pour pouvoir travailler avec ces dispositifs d'appui à la coordination qui peuvent être confrontés à des cas et à des situations de maladies rares. Et donc l'idée, c'est qu'elles doivent vraiment connaître notre maillage, les réseaux, où sont les centres, pour pouvoir adresser le plus rapidement possible le patient vers le centre ad hoc. Donc ça, c'était important pour moi de vous donner un peu cette image et ce déploiement. Au niveau des chiffres, simplement que vous ayez une notion des enveloppes. C'est sur les 175 millions d'euros que nous allouons pour les maladies rares. Il faut noter que par rapport aux 27 pays européens, on est le seul pays européen qui finance à cette hauteur-là des centres maladies rares. Ce n'est pas du tout le cas dans les autres pays, en tous les cas à ce niveau-là. Et donc, il y a vraiment une part importante en soutien des centres de référence et CRC, centres de ressources et compétences, avec la filière Orchid, un lien important pour vos centres. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Un soutien vers les filières de santé maladies rares pour les actions qu'on leur demande de coordination. Et puis, toute une enveloppe qui correspond aux enveloppes du 3e plan maladie rare pour pouvoir financer soit des architectes pour Bamara, soit les plateformes d'expertise maladie rare, soit financer également tout ce qui va être PNDS, ETP, formation, les ERN aussi, les RCP. Et donc ça, c'est important de dire que ce financement-là a été cette année reconduit et c'est la filière qui a eu un peu la main pour pouvoir financer des programmes ETP ad hoc ou des PNDS. L'idée, c'était aussi de ne pas attendre l'arrêté de labellisation. Il y a des nouveaux centres qui sont là. Certains ont envie de faire des choses et donc vous pouvez très bien en avance de phase financer ces centres. Il n'y a pas besoin d'attendre l'arrêté de labellisation pour déjà commencer à faire le travail parce que les PNDS sont extrêmement importants pour nous pour structurer tout le parcours du diagnostic. Donc voilà un peu, c'est simplement pour que vous ayez les chiffres. Il y a des financements pour 2 ans qui ont été donnés à la filière pour la formation. Et également, on a mis vraiment le point cette année sur tout ce qui est aide au remplissage, notamment pour les centres de compétences, puisque ce qui nous est demandé à chaque fois, c'est de financer les centres de compétences maladies rares. Il y en a plus de 1700, donc on ne peut pas arriver à financer directement les 1700 centres de compétences maladies rares. On n'a pas le budget pour. En revanche, via les plateformes d'expertise maladies rares et les filières de santé maladies rares, on peut aider au remplissage de Bamara, qui est très souvent ce qui était demandé. Et la labellisation a donné vraiment un coup de projecteur là-dessus. Il y a eu énormément de données rentrées. Il faut savoir que dans la BNDMR, il y a 1,3 million de patients touchés par une maladie rare qui sont rentrés dans la base. Donc c'est énorme comme base. Et donc l'idée, c'est de vous aider dans ce travail. La suite, c'est donc l'évaluation du 3e plan maladie rare qui va être remise à la Direction générale de la santé, la DGOS et des soins, pardon, et de la recherche et de l'innovation, la DGRI, et au ministère de la Recherche. Et donc, on va avoir ce rapport qui va être officiellement remis le 17 janvier. Il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres
Voilà, on verra. De toutes les manières, il sera public. Vous aurez l'occasion de le voir. Et nous, ce n'est pas un rapport comme on peut avoir avec la Cour des comptes ou dans les annexes, on peut mettre nos remarques, etc. Ce n'est pas un rapport contradictoire. Donc même ce qui est écrit est faux ou à côté, on ne peut pas, il n'y a pas de droit de réponse. Donc on verra bien, mais de toutes les manières, on pourra, on fera avec. Et il y a les 15 groupes de travail qui, à mon avis, ont tout à fait la connaissance des maladies rares suffisante pour savoir dans quelle direction aller. Donc notre idée, c'est de ne pas perdre de temps entre la fin du 3e plan maladies rares et le 4e plan maladies rares. On demande beaucoup à nos groupes de travail. Et, je dirais qu'en gros, en 3 mois, ils se réunissent toutes les semaines. Et donc, ils ont à un peu définir cette feuille de route pour les 5 prochaines années pour les maladies rares. Donc ça, je vous le mets juste, c'est ce qui a été évalué par rapport au diagnostic, mais aussi au niveau de l'Europe, et de voir un petit peu comment on peut pérenniser les actions de maladies rares, sachant qu'on doit prendre, on évolue dans un contexte où l'hôpital va pas toujours bien, c'est un euphémisme, et donc ça, c'est vrai que c'est à prendre en compte, et on sait très bien que pour vous, les difficultés sont beaucoup sur le dernier kilomètre pour pouvoir les récupérer, vos financements. C'est une chose, nous, on donne tout, toute notre enveloppe, mais après, donc on est très transparent. Depuis 5 ans, on envoie des courriers à toutes vos directions vraiment en détaillant ligne par ligne ce que chacun doit recevoir. Donc ça, dans les perspectives du 4e plan, c'est l'idée de rendre ce parcours diagnostique, notamment en amont des centres de référence, plus visible, de soutenir les parcours maladies rares de proximité et puis d'aider les acteurs, les aidants, les patients à vraiment participer à leur choix thérapeutique, de vie, etc. Et pour ça, ça demande de votre part d'être complètement robuste sur les informations à donner, la clarté, etc. Et donc la filière aide vraiment à donner cette coordination, notamment pour les PNDS, etc., pour aider à coordonner le travail. Donc juste une petite idée que vous ayez cela en tête. Donc le jury avait lieu fin janvier l'année dernière, enfin en 2020, cette année, pardon, 2023. On avait eu plus 44% de centres, donc il y a eu énormément de demandes. Et suite à ce jury, on a eu une validation au mois de mai par les cabinets sur le nombre de centres financés, et donc on est à plus 28% de centres de référence. Et donc pour ça, c'est important de l'accompagner. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais mes slides sont vraiment officiels, même si l'arrêté n'est pas publié. Nous, il n'y a aucun problème, et il y a vraiment... on a vérifié à chaque fois, ligne par ligne, avec la filière. Les chefs de projet étaient très impliqués dans ce travail. Donc, vous vous retrouverez très certainement dans ces chiffres, enfin pas dans ces chiffres, dans ces personnes. C'est justement là, c'est que ce ne sont pas des chiffres, mais derrière, ce sont des personnes. Et mes slides sont beaucoup moins jolis que celles de la filière avec la cartographie, puisqu'on voit que ce qui est vraiment intéressant avec votre travail, c'est ce maillage territorial et comment vous avez réussi, ce qui n'est pas le cas partout, pour toutes les filières, et vraiment, vous avez une granularité très importante. Donc le calendrier, il y a eu un comité de suivi exceptionnel, parce qu'il y avait déjà des changements à la tête de certains centres, donc on a voulu les prendre en compte. On a pour l'arrêté de labellisation, c'est parti au niveau des cabinets, c'est signé du côté du ministre de la Santé, ça part à la recherche, normalement c'est parti hier, et ensuite c'est publié au bulletin officiel. Donc le bulletin officiel, c'est tous les 15 jours, donc soit c'est près demain, mais ce qui me paraîtrait très très rapide, et on espère en tous les cas le 30, mais c'est tout dans les tuyaux et tout a été validé, donc il n'y a pas de mauvaise surprise par rapport à des centres qui ne seraient pas labellisés. Donc voilà pour le retour, et puis on espère très sincèrement un PNMR 4 le 29 février, c'est une fois tous les 4 ans. Symboliquement, ce serait quand même pas mal, donc il faut qu'on travaille dans ce sens-là. Et on a fait aussi un retour d'expérience le 11 décembre avec notre comité de suivi, et notamment les 45 experts. Et d'ailleurs, chaque filière désignait un clinicien qui a participé à l'évaluation des dossiers. Donc on a eu 2/3 de réponses aux gens qui ont participé. Et l'idée, c'est nous de nous améliorer dans 5-6 ans pour la prochaine labellisation. Le point noir, c'était l'outil. C'est vrai qu'on est désolé d'avoir un fichier Excel lourd, pas pratique, etc.
Donc on espère que les techniques seront beaucoup plus performantes dans 6 ans pour pouvoir remplir des dossiers en ligne. Et ça, c'était le gros souci que vous avez pu avoir pour gérer un peu ces dossiers. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette slide, c'est simplement pour vous, pour ceux qui sont financés, les centres coordonnateurs et constitutifs, c'est que pour vous alliez vers vos directions, notamment les nouveaux centres, pour que vraiment vous voyez avec vos DAF et la direction de la recherche que la part fixe, elle est garantie. Donc, quoi qu'il arrive, pour un centre de coordonnateur, il y a 150 000 euros, et pour un site constitutif, un peu plus de 120 000 euros. Donc, l'idée, c'est de ne pas perdre de temps dans les recrutements, dans les fiches de poste, parce que 5 ans, ça passe très vite, et vous recandidaterez sans doute pour une labellisation dans 5-6 ans, et pour vous, c'est important de pouvoir participer, enfin, avoir des éléments et commencer le travail tout de suite, sachant que le point d'alerte, c'est vraiment la recherche. C'est là où il y a eu le plus de difficultés, parfois, et que des centres n'ont pas été labellisés. Ça va être sur les publications et les projets PI, mais avec une portée nationale. Et donc, je pense que le CRMR coordonnateur, on n'avait jamais de problème avec les coordonnateurs, mais le CRMR coordonnateur a un rôle vraiment pour aussi disséminer les projets de recherche, impliquer son réseau, ses centres constitutifs, pour aussi peut-être partager et que eux aussi soient porteurs de projets en tant que constitutifs, voilà, comme PI, parce que c'était là où on pouvait avoir des points durs, je dirais, pour la labellisation. Donc voilà nos 2 personnes qualifiées. Donc c'est du côté de la recherche, vous connaissez forcément un professeur de néphrologie, donc Guillaume Canot. C'est le ministère de la Recherche qui a désigné qui l'a désigné. Il a été recruté pour la partie innovation, repositionnement de médicaments, tout ce côté. Et puis il a un côté un petit peu disruptif. Je ne suis pas sûre que le ministère se soit rendu compte de tout, mais c'est très intéressant parce qu'il dépote pas mal. Donc on va voir, ça va être intéressant de voir son travail. Et puis ce qui est vraiment agréable, c'est qu'il marche en tandem avec Agnès Linglard, qui est pédiatre, coordinatrice de la filière Oscar, os et cartilage, très impliquée au niveau européen, au niveau enseignement aussi, maintenant présidente de la Société française de pédiatrie, et ils forment un binôme qui fonctionne extrêmement bien. Toutes les semaines, nous sommes avec eux, et ça avance grâce vraiment, je pense, à leur action et aussi à leurs compétences. Donc voilà des petits verbatim. C'était simplement pour vous dire qu'on souhaite prendre en compte le national et l'Europe, toute l'implication aussi autour du diagnostic, et puis l'idée aussi de partenariat public-privé, de comment on travaille quand on est suffisamment en amont avec une preuve de concept, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que toute cette recherche qui est fondamentale, qui est extrêmement forte en France, puisse aller jusqu'au développement du médicament et qu'on n'arrive pas à une zone où on n'arrive plus à trouver de financement et que ces thérapies nouvelles partent, je dirais, et quittent l'Hexagone. Donc comment un plan maladie rare peut aussi soutenir cette partie innovation. Et donc voilà nos 4 axes de travail avec derrière des sous-groupes de travail. Le parcours de vie et de soins, essentiel. Le parcours de vie, c'est quand même l'accompagnement tous les jours pour la personne malade. Elle n'est pas à l'hôpital 365 jours par an. Donc le diagnostic, réduire ce diagnostic, les innovations et les traitements, la collecte de données, les biobanques. Et je sais que la filière Orchid est bien impliquée dans tout ce qui va être biobanque aussi. C'est essentiel de faire le lien entre la data et puis les échantillons biologiques. Donc voilà les thématiques de groupe de travail. On a tout un sujet aussi du dépistage néonatal qu'on a mis dans le parcours de soins, qu'on n'a pas mis dans le parcours diagnostic, parce qu'en fait le dépistage néonatal correspond à l'ensemble des femmes dans l'année qui vont avoir un enfant. Donc on est vraiment en population générale. Et comment, avec ces nouvelles thérapies qui arrivent, notamment des thérapies géniques, comment on met en place un dépistage néonatal quand c'est opportun, parce qu'on sait qu'il y a un traitement. Donc ça, c'est un enjeu aussi qui est très important. Et donc voilà, je m'arrête plutôt sur celle-ci. Et je peux tout à fait entendre vos questions maintenant par rapport à ces sujets. Panorama et tous ces éléments qu'on
Voilà, pardon. Merci infiniment pour ce panorama et surtout sur nous avoir bien montré, ça fait 20 ans, et en 20 ans, le chemin parcouru. Énorme. Je pense qu'on en a tous conscience, même si on a aussi conscience du travail qui reste à faire. Et avec cette problématique, peut-être il y aura quelques questions là-dessus, tu l'as dit, il y a quelques difficultés dans les hôpitaux. Et c'est vrai que la période est un peu complexe. C'est un peu un euphémisme, oui. Donc, voilà, encore une fois, un grand merci pour ce panorama et on a hâte un peu d'avoir ce PNMR4. Il y a plusieurs personnes qui travaillent, qui sont ici dans la salle et aussi qui travaillent dans ces groupes de projets PNMR4 avec cette nécessité d'avancer sur le diagnostic, de réduire mais pas que. Et je pense que l'importance des plateformes, de pouvoir avoir cette granularité régionale, très locale, à mon avis, c'est vraiment un point tout à fait important. La maladie rare, ça doit concerner tout le monde. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je voudrais juste compléter par rapport au PNMR4 et au groupe de travail. Il y a une très grande autonomie. Je suis invitée dans quelques groupes de travail. Quand je peux, j'assiste aux réunions. Mais l'idée, c'est que ça foisonne, il y a des idées, etc. Et ensuite, ce sera à nous d'aller faire valider. Tout ne pourra peut-être pas passer, mais c'est intéressant de voir comment les groupes s'emparent des sujets et sont très proactifs pour faire des propositions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Laurence Saïdet. Comme tu veux. Bonjour, merci beaucoup pour ce topo très clair et encourageant. Vous nous avez dit qu'il y avait plus 28% de centres. Vous nous avez rassuré sur les parts fixes. On n'est encore qu'à moitié, mais ça a quand même l'air d'aller dans le bon sens, en tout cas à la PHP. Et quid de la part variable? Est-ce que vous avez une idée des évolutions en volumétrie par rapport à l'évolution volumétrique du nombre de centres? C'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est une erreur de ma part, alors que sur la slide, il y avait sans doute quelque chose écrit par rapport à l'ONDAM. C'est ce qu'on appelle les mesures nouvelles de l'ONDAM. Donc c'est le PLFSS, c'est la loi de programmation de la sécurité sociale. Donc nous, quand on a vu l'augmentation du nombre de centres, et la PHP a été très bien, et j'avoue que le nouveau directeur de la PHP, Nicolas Revel, avait écrit un courrier qui nous a aidés, je dirais, parce qu'ils se sont alertés du nombre de centres qu'il allait y avoir en plus. Et l'idée, c'était pas de défavoriser les anciens centres avec une enveloppe qui serait plus réduite. Donc on avait déjà eu, il y a un an, un accord tacite du cabinet comme quoi l'augmentation du nombre de centres de référence s'accompagnerait d'une augmentation du notre budget des centres de référence. Au mois de mai, on a refait confirmer cela. On a ensuite fait ce qu'on appelle une mesure nouvelle pour l'ONDAM. On a demandé un financement supplémentaire. Et ce financement, il faut quand même se rendre compte que l'augmentation de 28% de centres, c'est 44 millions d'euros en plus sur le budget. Donc, ce qui est vraiment très important. Donc, on a été à chaque fois priorité 1. Pour l'instant, je n'ai pas le retour, mais on va l'avoir très vite. Évidemment, on le donnera tout de suite aux filières. Mais en tous les cas, on n'a pas eu d'avis négatif et notre direction générale de la DGOS a à chaque fois soutenu cela parce qu'on avait le go du cabinet et parce qu'on avait tout en haut déjà, en gros, une validation comme quoi on était légitime de demander cet argent. Donc voilà, donc on fait tout pour, ça c'est clair, c'était évident. Et depuis le début, moi je trouvais que c'était dommage de ne pas permettre à des centres de compétences de devenir centres de référence si en 20 ans ils étaient montés en gamme et ils faisaient de l'expertise, etc. Mais en face, on en avait toujours dit aux filières qu'on allait se battre pour pouvoir aller chercher cet argent parce que c'était normal de ne pas impacter les anciens centres. Merci. Moi j'ai une petite question par rapport à l'articulation sur le PNMR4 et le calendrier. Donc oui. Là, si j'ai bien compris, vous espérez que les groupes de travail, les rendus, ça soit pour début d'année. Ça va très très vite, hein, parce que c'est... On a déjà, là, pour la fin de la semaine, pour tous les groupes de travail, Agnès a envoyé un message, mais tous les porteurs, tous les animateurs des sous-groupes de travail étaient au courant. On a déjà le contexte, les objectifs qui doivent être posés. Ensuite, on a jusqu'à la 3e semaine de janvier pour continuer à travailler sur ce que l'on met, etc. Il y aura une réunion le 22 janvier avec
tous les sous-groupes de travail, les animateurs des sous-groupes de travail et les porteurs, nos 4 binômes soins et recherche des 4 GT. Cette réunion permettra vraiment de mettre à plat et de faire la synthèse de tout ce qu'il y aura eu. Et nous, on a 15 jours pour un peu faire valider aussi au niveau des cabinets la feuille de route. Il y aura une réunion avec tous les acteurs au ministère de la Santé le 6 février, avec tous ceux même à l'intérieur des groupes de travail, pour qu'on leur donne le bilan du travail qui est sorti. Et donc l'idée, c'est que fin février, la fameuse feuille de route soit validée à ce moment-là. Et donc il va y avoir aussi bien la labellisation des filières. Et donc l'idée, c'est que donc l'articulation, ça sera la nouvelle labellisation des filières dépendra un petit peu du PNMR4. Il va falloir quoi qu'il arrive, la labellisation des filières, elle est prévue en gros pour être une année après la labellisation des centres de référence, de leur financement, parce que l'idée c'est que les filières aident beaucoup à la structuration des centres de référence, et donc ça nous paraissait compliqué de faire la labellisation des filières en même temps que les centres de référence. Donc c'est pour ça qu'il y a un délai d'une année à peu près. L'idée, c'est que le nouveau format des filières soit financé à partir de l'année prochaine, donc en mars 2025, suite au jury qu'on aura. Mais c'est moins compliqué, le jury des filières, à 23 que 1800, voilà, que 2500 dossiers à étudier. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Denis. Je sais qu'il y a certains, tu l'as évoqué, les difficultés des hôpitaux. Dans certains hôpitaux, tant que l'argent n'est pas arrivé, donc les filières ont un rôle pour essayer d'aider à cette transition. Oui. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage d'hôpitaux qui sont concernés, en particulier pour ces centres nouvellement labellisés et qui se retrouvent en disant, voilà, je vais perdre 6 mois, même si la filière peut abonder en partie, mais elle ne peut pas. Ouais. Nous, on n'a aucun retour. Je n'ai pas du tout de visibilité là-dessus. C'est très hétérogène. De toutes les manières, chaque année, on fait le point avec les filières sur l'évaluation de chaque filière. Et c'est vrai qu'en fonction des hôpitaux, c'est surtout dépendant des personnes. Parfois, ça peut marcher dans des hôpitaux, et quand la personne part, la personne d'après est peut-être plus raide, et ça fonctionne moins bien. Donc c'est vraiment... et nous, dans les cas extrêmes, on demande... voilà, il y a des réunions un peu... On agit un peu en médiateur, en conciliateur, quand vraiment il y a trop de tension. Ça arrive. Sachant que nous, notre vigilance, et notamment par rapport aux actions du PNMR3 et puis du prochain plan maladie rare 4, ce qu'on a, c'est qu'on a des courriers de notre directrice générale qui dit vraiment que l'argent peut être reportable, notamment là pour les architectes, pour les bases de données. C'est écrit dans le courrier qui est adressé aux directions, parce que théoriquement, ils n'ont pas le droit, et c'est la Cour des comptes régionale qui leur tombe dessus, ils n'ont pas le droit de faire des PCA et de reporter cet argent, mais pour nous, c'est essentiel que cet argent puisse être reporté pour des bras pour vous aider dans les centres. Donc on fait tout pour que ça puisse se faire. Moi, j'avais une autre question. Vous avez rapidement parlé des plateformes qui ont été mises en place et qui permettent effectivement un maillage sur tout le territoire. Quelle est pour vous la plus-value, la valeur ajoutée de ces plateformes d'expertise maladie rare? La première question. Et puis, si je me souviens bien, dans les plateformes, au début, il y avait un financement dédié pour les 2 premières années. Et après, il était question effectivement d'une certaine autonomie de la part des plateformes et d'aller chercher les financements à droite, à gauche. Je crois que le financement a été renouvelé pour 2 années supplémentaires, mais comment vous voyez aussi la pérennisation de ces financements? Alors, ce qu'on a vu avec les plateformes et ce qu'on leur a suggéré, normalement, c'était que 2 ans. On a finalement continué à accompagner, et en tous les cas, là où on s'est engagé pour cette année, mais aussi pour l'année prochaine, et dans le PNMR4, ce sera inscrit aussi, c'est que l'idée, c'est qu'on apporte 50% du financement de la plateforme. Parce que ce qu'on ne voulait pas, c'était qu'on donne un financement total et que la plateforme se contente de ça. Parce qu'on s'aperçoit, il y a un travail important avec les ARS, et on s'aperçoit que les plateformes les plus dynamiques, c'est celles en fait qui ont impliqué des ARS pour pouvoir travailler sur des projets qui font sens sur un territoire et pas des projets nationaux, quelque chose qui soit à l'échelle du territoire et qui rentre aussi dans les cordes de l'ARS. Donc ça, c'est une première source de financement complémentaire, mais plus dans une idée de projet, de mode projet, et pas quelque chose d'automatique que l'ARS devrait donner. Et la troisième levier de financement pour les plateformes, on souhaite vraiment, dans le 4e plan maladie rare, mettre en place aussi des appels à projets qui soient dédiés pour les plateformes d'expertise maladie rare,
par exemple pour des programmes d'éducation thérapeutique du patient transversaux et de travailler avec leur UTEP ou UTET pour la douleur, par exemple, des sujets comme ça complètement transversaux. Le lien ville-hôpital aussi, c'est-à-dire que pour certaines maladies, notamment maladie de Charcot, mais d'autres maladies neurologiques dégénératives, il peut y avoir un moment où le domicile, finalement, la personne n'arrive plus à se déplacer. Et comment on fait pour faire venir l'hôpital au domicile, carrément, de la personne. Il y a 2 expérimentations qui sont en train de se mettre en place en région Aura et autour d'Angers. Et donc, on voudrait utiliser ces pilotes pour pouvoir pour faire des appels à projets au niveau des plateformes d'expertise maladies rares, pour avoir des IPA, faire des téléconsultations avec quelqu'un du service et le médecin qui reste à l'hôpital, mais quelqu'un qui est un peu en pratique avancée, qui est au domicile de la personne, pour fluidifier et aider en soutien. C'est pas ce que je reproche, mais c'est effectivement le problème que je voyais, c'est que certaines plateformes d'expertise maladies rares peuvent avoir 2, 4, 5 sujets de prédilection, et finalement, comment faire bénéficier tous les patients. Vous venez de prendre l'exemple de la maladie de Charcot. Tout le monde, effectivement, c'est pas gérer une maladie de Charcot. À partir du moment où vous n'avez pas un centre de référence dédié aux maladies neurologiques, donc comment faire, effectivement. Donc, je pense que c'est effectivement une très bonne solution d'expérimenter à un endroit, et puis après pouvoir le déployer pour l'ensemble du territoire. C'est un peu la consigne qu'ils ont, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas que ce soit que maladie de Charcot, mais de voir comment cette pratique avancée, ils pourraient le décliner ensuite pour des maladies rares. Tout ce qui est transversal, Voilà.